Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Guerre à Gaza, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Après une reprise de l'aide humanitaire au goutte à goutte, la distribution vire au chaos. Au moins un Palestinien tué et 48 blessés mardi lors d'une distribution d'aide alimentaire, selon le ministère de la Santé et de la bande de Gaza. Le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dénonce une distribution chaotique, indigne et dangereuse. Une situation qui provoque l'indignation généralisée de la communauté internationale. Quelle évolution de la situation, du conflit face à la pression internationale? Assistons-nous à un tournant? Nous tenterons de répondre à ces questions ce soir avec vous, Amin Karkash. Vous êtes consultant en communication politique et affaires publiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Khemnichi et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors je le disais un instant, une aide humanitaire qui arrive enfin à la vente de Gaza, mais qui reprend au goutte à goutte, une distribution qui est chaotique, indigne et dangereuse, selon le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui dénonce la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel constat faire aujourd'hui de la situation? Alors la situation est désastreuse. Sur le plan humanitaire, on a des enfants qui meurent de malnutrition. Donc la situation est totalement catastrophique. Depuis 2 mois, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a bloqué l'aide humanitaire et c'est seulement sous pression américaine et des autres pays alliés que M. Netanyahou a décidé de reprendre l'aide au compte-gouttes. Mais ce qui est surtout dangereux, c'est que M. Netanyahou a pris la décision de politiser l'aide et a forcé en quelque sorte les ONG puis l'ONU à faire un choix ou bien à appuyer son plan d'aide qui est très orienté politiquement et qui force les populations à se déplacer vers le sud parce que les centres d'aide... Voilà. Chaotique, c'est le terme qui a été employé. Absolument, parce que les centres d'aide se trouvent dans le sud de la bande de Gaza et le plan de M. Netanyahou est de déplacer les populations, de forcer leur déplacement vers le sud. Donc, en quelque sorte, le plan, le mécanisme d'aide qu'il a adopté, non seulement il n'est pas suffisant, il laisse passer à peu près une centaine de camions par jour, alors qu'en réalité, on a besoin de 500 jusqu'à 600 camions par jour, mais en plus, il remet en cause le principe de la neutralité et de l'impartialité de l'aide humanitaire. Et c'est pourquoi l'ONU a refusé de participer à ce mécanisme et c'est pourquoi le président de l'ONG, qui est soutenu par le gouvernement israélien, a démissionné parce qu'il n'est plus en mesure de mener son travail de façon indépendante. Et le fait que M. Netanyahou ait politisé l'aide remet en question un narratif qui a longtemps forgé l'État d'Israël depuis sa création. C'est que l'Israël a longtemps bâti sa communication politique sur l'idée que c'est la seule démocratie, que c'est un îlot démocratique au milieu encerclé par des régimes autoritaires. Mais aujourd'hui, avec la catastrophe humanitaire que crée M. Netanyahou, c'est un renversement complet du narratif qui pousse les opinions publiques occidentales et les chancelleries occidentales à revoir leur soutien indéfectible à Israël. Un narratif qui change, Netanyahou qui est sous pression de ses alliés actuellement, une communauté internationale qui réagit. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face à un tournant de la situation? On entre dans une nouvelle phase peut-être? Alors, je ne dirais pas que c'est une rupture majeure, parce que la réalité est que ce soit de la part de l'Union européenne ou de la part des États-Unis, le soutien, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, en termes de renseignement, se poursuit. Par contre, c'est au niveau du temps et sur le plan diplomatique que la pression commence à s'exercer. Tout d'abord, au niveau de l'Union européenne, on a l'exemple de la Grande-Bretagne qui a décidé de suspendre ses négociations concernant le nouvel accord commercial qu'elle négocie avec le gouvernement israélien. Il y a aussi le fait que le gouvernement britannique a pris des sanctions à l'encontre de certains colons israéliens qui prônent la violence contre les Palestiniens, donc des sanctions économiques, une interdiction de voyage au sein du Royaume-Uni, le gel de certains avoirs. Donc c'est une remise en cause de l'idée que le soutien à Israël n'est pas inconditionnel. Et il faut rappeler que dans le cas de l'Union européenne, en fait, l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël est d'abord conditionné par le respect des droits humains. Mais aujourd'hui, un accord qui a également été suspendu. Pas encore, à ce que je sache. Et on parle
peut-être de sa suspension, mais pour qu'il soit suspendu, et c'est là où on se retrouve face aux limites de l'Union européenne en termes de gouvernance, c'est que ça implique l'unanimité des 27. Donc les 27 pays membres doivent unanimement approuver l'annulation de l'accord pour qu'il soit, ou sa suspension. Mais malheureusement, tout cas, les discussions concernant cet accord ont été suspendues au vu de la situation qui se passe actuellement. Voilà, et de toute façon, cet accord-là est important, mais est-ce que l'Union européenne va le suspendre entièrement? Permettez-moi beaucoup d'en douter. Et surtout, bon, là on a parlé de l'Union européenne, mais du côté des États-Unis, c'est là où, on va dire, le tournant tactique s'annonce le plus brutal pour Netanyahou, parce qu'il faut le rappeler, c'est que Netanyahou, depuis la victoire de M. Trump, en fait, la droite israélienne a beaucoup misé sur la victoire de M. Trump pour avoir une espèce de carte blanche et faire ce qu'ils veulent au sein de la bande de Gaza. Mais malheureusement, en fait, la mauvaise nouvelle pour M. Netanyahou, c'est que M. Trump priorise l'économie par rapport à la géopolitique. Or, M. Netanyahou, aujourd'hui, contrecarre les plans économiques de M. Trump dans la région parce qu'il crée de l'instabilité. Et ça s'est marqué par beaucoup de décisions, à travers beaucoup de décisions de M. Trump. Et il a négocié directement avec le Hamas pour la négociation, pour la libération de l'otage américain. Il a négocié un cessez-le-feu avec les rebelles Houthis. Il négocie un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Et il a levé les sanctions contre la Syrie. Donc c'est un ensemble de décisions qui se sont faites sans consulter Israël. Et le risque pour M. Netanyahou, c'est qu'au lieu d'être, comme il l'était toujours, un État pivot dans la géopolitique américaine, il risque de devenir un pays comme les autres. Un soutien américain qui arrive de plus en plus à sa limite au vu de la situation actuelle. Effectivement, c'est un soutien qui arrive à sa limite et qui pose d'énormes problèmes pour M. Netanyahou. Parce qu'on le rappelle, c'est que M. Netanyahou a construit en fait son image, son capital politique sur deux facteurs. Premièrement, c'est le garant de la sécurité israélienne. Et ça a été complètement remis en cause par l'attaque du 7 octobre. Et deuxièmement, en 2019, on le rappelle, les murs étaient tapissés d'images de M. Netanyahou en train de serrer les mains aux grands de ce monde, là, comme M. Trump, M. Poutine. Donc, il s'est un peu positionné comme étant celui qui comprend la géopolitique mondiale, qui maîtrise les liens avec les grandes puissances. Mais le fait que M. Trump est en train de le marginaliser, ça crée des vulnérabilités politiques à l'interne. Et ça affaiblit en fait le leadership politique de M. Netanyahou. Netanyahou plus fragilisé que jamais. La solution à deux États, seule solution, donc seule voie possible aujourd'hui vers la paix. Rappelons-le, le Maroc continue à appeler à cette solution à deux États, continue à appeler à un cessez-le-feu. Donc aujourd'hui, la seule issue possible à ce conflit reste donc cette solution à deux États. C'est la seule solution qui est acceptable. C'est la seule condition pour qu'il y ait une paix durable. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui du côté de M. Netanyahou, c'est une remise en cause de la solution à deux États. Si on se rappelle, c'est M. Netanyahou qui a mis fin à la trêve, qui a refusé de poursuivre, en fait, d'adopter la seconde phase du plan de trêve qui a été adopté le mois de janvier. Et c'est malheureusement la dynamique politique interne au sein d'Israël qui, en partie, explique les comportements agressifs de M. Netanyahou. En fait, sa coalition d'extrême droite, ses alliés d'extrême droite refusent d'arrêter la guerre définitivement contre le Hamas. Or, c'est une condition pour reprendre le processus de négociation, c'est une condition pour poser les bases d'une trêve qui, idéalement, mènerait un jour vers une solution à deux États. Une coalition dont vous parlez qui est de plus en plus remise en cause au sein d'Israël, donc par les Israéliens également. Absolument. En fait, une majorité d'Israéliens s'oppose à la poursuite de la guerre. Donc aujourd'hui, la population israélienne est prise en otage par M. Netanyahou et sa coalition d'extrême droite. En tout cas, la poursuite de la guerre ne fait clairement pas d'unanimité au sein de la population israélienne. Et comme je l'ai dit, c'est que M. Netanyahou a bâti son capital politique sur deux choses, sur la garantie de sécurité pour Israël et ses liens avec les grandes puissances. Et le 7 octobre et sa marginalisation par M. Trump remettent complètement en cause ce narratif. Et de façon plus profonde, et ce qui est plus dangereux pour Israël, c'est que son narratif
qui s'est construit sur l'idée que c'est une démocratie, un îlot démocratique isolé, entouré par des régimes autoritaires, est complètement arrivé en fait, s'épuise aujourd'hui. C'est un narratif qui s'épuise parce que la réalité, c'est que M. Netanyahou crée une crise humanitaire et selon l'ONU, il y a un risque de génocide aujourd'hui. Aujourd'hui, la communauté internationale parle de génocide, chose qui, il y a encore quelques semaines, ne se disait pas tout haut, tout fort. Maintenant, on qualifie bien ce qui se passe de génocide. Alors, effectivement, le risque est extrêmement élevé et la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de le qualifier de génocide pour faire pression sur M. Netanyahou afin qu'il cesse le massacre de la population palestinienne. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant en termes de diplomatie, c'est que des alliés indéfectibles, je prendrai le cas de l'Allemagne par exemple, qui a adopté un ton dur, qui a durci le ton contre Israël, ce qui était inimaginable dans le contexte de la politique allemande. Vu le passé de l'Allemagne concernant le génocide des Juifs, l'Allemagne s'est toujours imposé, on va dire, une sorte de réserve et s'est toujours imposé un soutien inconditionnel à Israël. Et ce soutien inconditionnel, aujourd'hui, est en train de s'effriter. Donc, je dirais que de façon plus globale, le narratif autour duquel s'est construit la communication politique d'Israël est en train de s'effriter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le cœur du conflit n'est pas uniquement militaire ou diplomatique, il est aussi narratif. Et sur le plan du narratif, là où le bas blesse pour le gouvernement israélien, c'est le soft power. Et le soft power israélien est aujourd'hui à son plus bas. Et c'est pourquoi les opinions publiques au sein des pays occidentaux sont en train de faire pression sur leur chancellerie. Parce que les dynamiques, que ce soit au sein des plus jeunes, au sein des universités, sont en train de remettre en cause l'idée que le soutien à Israël doit être inconditionnel. Un narratif, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, qui change aujourd'hui. Un Premier ministre israélien plus isolé que jamais. Et puis, jusqu'où peut-il encore aller ? On le découvrira dans les jours qui viennent. Merci à vous, Monsieur Amin Karkash. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique et en affaires publiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci à vous. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.